Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, nous avons décidé avec Fabrice Ravel de nous intéresser à la Corée du Nord. Alors c'était un sujet qui était très attendu par certains d'entre vous, qui nous a été demandé, et avec Fabrice, on a dû se poser une question, c'est comment aborder cette question qui est médiatique, qui nous mobilise tous, mais au fond sur un pays qu'on connaît peu. C'est aujourd'hui ce à quoi on va chercher à répondre en se demandant que peut-on comprendre sur la Corée du Nord en 2017. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. On voit la Corée très régulièrement dans nos médias d'information au sujet des essais nucléaires et des essais balistiques, mais on connaît très peu de choses sur la situation intérieure du pays. Alors comment parler et comment surtout donner une perspective géopolitique à une zone et un pays dont on ne connaît que peu de choses? La remarque que vous êtes en train de mettre en avant est très juste et elle nous amène à considérer la Corée du Nord comme un sujet très spécifique, car c'est effectivement un pays aujourd'hui, de par les lancements d'armes nucléaires, qui fait régulièrement la une de l'actualité, mais sur lequel finalement on rentre peu en profondeur en analyse, et on le fait d'autant plus que c'est certainement l'un des derniers pays qui est dans une logique totalement hermétique, isolationniste. Ça va très très loin, puisque j'apprends peut-être à nos étudiants que quand on est sur des visées satellitaires et que cette partie du monde est dans la nuit, on peut pratiquement distinguer la Corée du Nord sur une photo de par le fait que c'est l'endroit qui est le moins illuminé. Donc on a vraiment une difficulté sur ce sujet-là, c'est que finalement, il faut être assez prudent. On a très peu de sources fiables sur ce qui se passe vraiment dans ce pays. C'est la raison pour laquelle, à travers ce sujet, on va surtout chercher à construire des hypothèses plutôt qu'à énoncer des certitudes. Et on essaiera de partir de l'histoire et de ce qu'on sait pour ensuite essayer de construire un certain nombre de scénarios possibles à travers des questions d'ailleurs. C'est quelque chose, c'est une méthode qu'on adopte souvent pour parler du présent et de l'avenir. On revient dans le passé. Et là, c'est l'objet, c'est pour savoir ce qui se passe, peut-être faut-il revenir sur la naissance de la Corée du Nord, très récente, 1948, et comprendre un peu la dynamique de ce régime totalitaire qui est fondé sur une dynastie, la dynastie des Kim. Absolument. Là, c'est d'autant plus nécessaire qu'effectivement, comme on a peu d'informations et peu de recul, l'histoire va nous permettre peut-être de nous amener sur quelques pistes d'exploration ou de réflexion. Donc pour pouvoir resituer la Corée du Nord pour nos apprentis, je pense qu'effectivement c'est nécessaire. Il faut rappeler, on va dire, quelques dates clés ou quelques démarches clés pour ensuite aboutir à une réflexion sur le pays et peut-être se poser plusieurs hypothèses. Alors d'abord, comme vous le soulignez, la Corée du Nord est un pays qui est très très jeune à l'échelle de la géopolitique, puisque la Corée du Nord a été créée en 1948. Alors pourquoi la Corée du Nord a-t-elle été créée en 1948 ? Parce qu'au préalable, la Corée dans son ensemble était occupée par les Japonais, par l'Empire japonais. Ça s'est fait en plusieurs strates ou en plusieurs niveaux. Et la période maximale de la domination japonaise, où la domination japonaise a été maximale, c'est bien sûr juste avant la guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Empire du Japon a capitulé le 2 septembre 1945, s'est posée d'ailleurs la question de l'indépendance de la Corée. Et c'est ce qui a amené une partition de la Corée du Sud et de la Corée du Nord qui n'était pas initialement prévu. Pourquoi? Parce que les Américains étaient en train de débarquer dans le sud de la Corée et de libérer cette partie du pays, alors que la Corée du Nord était plutôt en train de se libérer sous l'action de résistance communiste soutenue par les Chinois, mais surtout soutenue par les Russes, qui eux étaient rentrés en Mandchourie. Car les Russes avaient déclaré la guerre au Japon vers la fin de la guerre, parce qu'une fois que l'Allemagne avait été vaincue, ils voulaient aussi voir s'ils pouvaient étendre leur influence dans cette zone. C'est ce qui d'ailleurs a précipité Hiroshima et Nagasaki, car les Américains, la guerre froide commençait à poindre, se dit on ne veut surtout pas que les Soviétiques commencent à avoir de l'influence dans la région. Donc finalement, il y a une partition qui s'est créée de fait, et qui ne représentait pas du tout l'unité du pays, et qui a été définitivement entérinée en 1948, avec une Corée du Sud d'une part, et une Corée du Nord qui a mis en place la dynastie des Kim, puisqu'on rappellera que depuis 1948, finalement, du grand-père au père ou au fils, on a une même dynastie, ce qui va nous mettre dans une situation particulière, puisque c'est à la fois un régime communiste et un régime dynastique. Mais on a donc cette histoire, et aujourd'hui, la Corée du Nord, pour pouvoir repréciser un peu, c'est un pays de 25 millions d'habitants, qui serait donc enclavé d'une part entre la Corée du Sud et la Chine, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que l'acteur majeur dans la région, avant peut-être même les États-Unis, c'est la Chine. Alors, on voit, c'est une survivance de la guerre froide, la Corée du Nord.
on a presque l'impression d'avoir une anomalie géopolitique quand on la regarde. On a fait ce chemin historique très rapide, mais maintenant peut-être pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue là-bas, il faudrait adopter une démarche comparatiste. C'est ça. Alors, il y a une chose dont je me permets peut-être de rajouter quand même sur la Corée, c'est qu'il va y avoir un autre événement majeur, c'est la guerre de Corée ou la guerre des Corées de 1950 à 1953, dans laquelle la Corée du Nord va attaquer la Corée du Sud en juin 1950. Le conflit va durer 3 ans, il va finir par un match de nul ou un statu quo, mais ça va faire quand même 2 millions de morts. Principalement des Coréens et notamment 1 million de morts nord-coréens. La Chine va jouer un rôle d'ailleurs puisqu'on est totalement dans la guerre froide comme vous le soulignez et qu'elle va soutenir la Corée du Nord. C'est ce qui va amener par exemple le général MacArthur à envisager le cas échéant d'utiliser l'arme nucléaire. Donc c'est quand même assez intéressant à rappeler parce que on a tendance à oublier ça aujourd'hui. On voit bien que c'est une zone qui cristallise les tensions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on considère à travers les rapports de l'ONU que la zone frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est certainement une des zones les plus dangereuses qui soit, parce qu'il n'est pas rare que certains gardes-frontières nord-coréens tirent à vue sur des touristes ou des gens qui viennent se hasarder. Donc c'est quand même une zone qui est très très dangereuse. Alors après, effectivement, on est bien obligé de remarquer qu'on sait peu de choses. La première chose peut-être qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'essayer de caractériser le régime. Alors déjà, si on part du discours officiel, tel que les dirigeants de Pyongyang le mettent en avant, on a clairement un régime qui s'estime communiste. On pourra rajouter d'ailleurs de type stalinien tel qu'il existait de façon fréquente dans les années 50, ce qui veut dire un régime communiste dictatorial, pour dire comment les choses totalitaires, au sens où il veut régir la totalité de la vie des habitants. Ça me paraît très important. Et dans lequel la théorie de Juche ou de Yuche, suivant la façon dont on prononce ça, consiste à dire, nous, la Corée du Nord, on veut être autonome économiquement, indépendant nationalement et autonome politiquement. C'est très important parce qu'on va voir que c'est bien le fin de la démarche, sans oublier qu'ils veulent mettre en avant la réunification de la Corée sous leur égide. Il ne faut jamais oublier ça parce que ça veut dire que c'est un objectif qui est affiché. Donc il y a eu cette guerre de Corée qui est importante. Et alors on a un paradoxe, c'est que depuis 1948, finalement il y a eu 3 dirigeants de la Corée qui sont totalement dans une démarche stalinienne et qui sont finalement Kim Il-jin, Kim Il-sung et qui sont en gros le grand-père, le père et le fils, puisque le dernier est arrivé il y a pratiquement moins de 10 ans. Donc on a en fait la conjugaison assez surprenante d'une dictature communiste d'une part et d'une sorte, on va dire, de dynastie, telle que ça n'a jamais arrivé et qui est franchement, pour tout dire, antinomique avec la logique marxiste. Alors une fois qu'on a dit ça, finalement on se rend compte qu'on n'a que des questions. Parce que quelle est l'assise réelle de ce pouvoir au sein d'une part du peuple nord-coréen et d'autre part, quelle est l'assise de cette dynastie au sein même du pouvoir politique nord-coréen. C'est là où je trouve que ce qui serait assez intéressant, c'est de faire une comparaison, comme vous le sous-entendiez ou le suggériez, avec un régime qui est un peu plus oublié aujourd'hui, que la Roumanie a connu sous Ceausescu, du milieu des années 50 jusqu'en décembre 1989, car il faut rappeler que Nicolae Ceausescu était considéré comme un des derniers dirigeants staliniens et que sous la période de Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, sous la glasnost ou la perestroïka, la transparence ou la volonté d'arriver à la démocratisation, justement Gorbatchev était assez énervé de voir que Nicolae Ceausescu était en résistance et d'ailleurs dans l'armée de Nicolae Ceausescu il y avait des conseillers nord-coréens, donc c'est assez intéressant de voir les ramifications. Or il y a un ouvrage qu'on peut conseiller, si tant est que nos étudiants puissent le retrouver, c'est un ouvrage qui s'appelait Horizon Rouge, qui était écrit par un général Ion Pacepa, qui était en fait un général qui s'occupait des services secrets roumains et qui était passé à l'Ouest en 87, et qui décrit, c'est un livre qui est exceptionnel parce qu'on atteint un degré de paranoïa et de schizophrénie qui est assez intense et qu'on retrouve aujourd'hui, où on voit qu'on a un système totalement hiérarchisé, de surveillance totalitaire et dans lequel les Roumains sont appelés régulièrement à se réunir en masse de façon forcée en applaudissant le grand leader de la pensée ou le Danube de la pensée qui était Nicolae Ceausescu. On sait comment ça a fini en décembre avec la révolution roumaine. Donc il y a vraiment une comparaison à faire, c'est-à-dire que là, on a une sorte d'iceberg, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît totalement maîtrisé, en contrôle, mais très difficilement finalement identifiable et dont on imagine mal quelles peuvent être les ramifications à l'intérieur. Ce qui nous amène à une deuxième question, quelle est l'assise réelle finalement
de la dynastie des Kim au sein du Parti communiste coréen. Et là, il y a un ouvrage qui aujourd'hui peut paraître un peu décalé ou désuet. Je pense au grand frère d'Hélène Carrère-Dancos qui a été écrit en 1983, parce que le propos du livre, à l'époque, consistait à voir quel était l'état des relations réelles et des partenariats réels entre les différents partis communistes russes et des 6 pays satellites, donc la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. Et à l'intérieur de ces partis, quel était le degré de lutte d'influence ou de rivalité. Finalement, on est amené à se poser des questions à travers les ouvrages de Yon Pacepa ou d'Hélène Carrère-Dancos, parce que sur la Corée du Nord aujourd'hui, on n'en sait rien. De temps en temps, on voit bien qu'il y a quelqu'un de la famille des Kim qui a été d'ailleurs tué en février 2017, donc on sent qu'il y a une rivalité, mais est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est le signe d'une résistance qui commencerait à se mettre en place? Donc finalement, on est amené à réfléchir par capillarité, si vous me permettez cette expression, de voir qu'est-ce qui pouvait se passer dans les régimes staliniens par le passé pour essayer d'anticiper ou d'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver par la suite. Ça me paraît très important. Alors ça nous amène d'ailleurs, à travers le livre d'Hélène Carrère-Dancos, à rappeler le fonctionnement global de ces partis. Normalement, on a ce qu'on appelle un politburo de 15 personnes qui votent pour la personne qui va diriger. Mais est-ce qu'en Corée du Nord, on n'est pas plus sur le culte de la personnalité style stalinien? Donc est-ce que ce politburo est vraiment efficace? Ou est-ce qu'à contrario, il est plus qu'une image maintenant qui sert à entériner les décisions? Bon. Et en dessous de ce politburo, normalement, il y a un comité central d'environ 450 personnes qui sont l'élite du Parti communiste et qui est censé d'ailleurs transposer une partie de son pouvoir au politburo ou nommer le politburo. Et puis après, il y a un troisième acteur qui est important dans une société communiste comme celle-là, c'est l'armée. Quelle est l'influence ou le poids ou l'autonomie de l'armée dans ce système? Parce que là aussi, on pourrait faire une autre analogie avec la Pologne en 1980. Quand il y a un début de commencement de révolution avec Solidarność, c'est le général Jaruzelski et l'armée polonaise qui arrêtent le processus et ce n'est pas le Parti communiste polonais. Donc finalement, on se rend bien compte d'ailleurs à travers le peu d'informations qu'on a que déjà pour décrypter le système, on est amené à prendre les systèmes précédents, c'est intéressant en termes de méthode par rapport à nos étudiants, et à se dire bon voilà, il y a plusieurs hypothèses. Ça pourrait être la Roumanie de Ceausescu, ça pourrait être la Pologne sous Jaruzelski, ou ça pourrait être un système stalinien, mais ça on a presque envie de dire c'est plus l'avenir qui nous le dira, mais ça permet, en guise de transition, de nous amener peut-être à mieux comprendre quels seraient les objectifs ou les stratégies du leader nord-coréen aujourd'hui, parce que suivant la force ou le pouvoir réel qui est là au sein de ces instances qu'on vient de décrire, alors on peut peut-être essayer d'anticiper quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui la Corée du Nord paraît aussi active, on va dire provocatrice, sur le terrain des essais nucléaires. Juste pour poursuivre avec la comparaison avec Ceausescu, il faut bien rappeler à nos étudiants que quelques mois avant la chute du régime, personne ne pouvait se douter que ce régime était brinque-ballant, enfin qu'il allait s'effondrer. Oui, merci, parce que dans ma volonté que d'essayer d'aller vite, j'en finis peut-être parfois par aller trop vite, et vous avez raison d'insister sur ce fait, qui peut paraître évident pour nous, mais qui pour les étudiants ne l'est pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucun signe précurseur qui laissait à penser que le système allait en s'écroulant. Et si vous me permettez, ça me permet de rajouter une dimension qui à mon sens, est difficile à anticiper pour nos étudiants qui sont occidentaux. C'est le degré de cloisonnement que la population a dans ces systèmes. Pour y avoir été en Roumanie sous Ceausescu personnellement, moi ça m'avait frappé. C'est-à-dire que c'est difficile à imaginer en fait quand on ne le vit pas. Quand on avait passé la frontière, l'une des premières questions que m'avait posé un garde-frontière, c'est bien peut-être la première fois que dans nos émissions on laisse libre cours à nos anecdotes, mais après tout parfois c'est pas mal de faire une méthode empirique pour pouvoir se projeter après sur un exemple général, surtout quand on cherche des informations. À la douane roumaine, il m'a été demandé si je parlais roumain. J'avais été assez surpris par la question, c'est quand même pas une démarche habituelle. Et j'avais rétorqué, non, mais pourquoi? Mais on m'a dit parce que tout le monde sait que le roumain, c'est la langue internationale. Et ça, c'était quand même assez symptomatique, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on apprenait aux Roumains. De même qu'on leur apprenait que le moteur à réaction pour les avions avait été inventé en 1904 par un Roumain. Quand on sait que ça a été inventé en 1944 par un Allemand, ça laisse dubitatif sur le degré d'embrigadement de l'esprit. Or, justement, puisque vous faites allusion à ça, Olivier, il y a une image qui me revient spontanément là aussi à l'esprit, c'est que quand il y a eu la fin de la guerre froide, il y a des télévisions américaines qui ont eu l'initiative, à mon sens assez juste, que de faire rencontrer un public russe et un public américain. Et ils ont échangé sur plusieurs questions. Et à un moment, justement, la question, c'était la Corée. Et quand un Américain a dit, on sait bien quand même que le communisme amène à la guerre, puisque la Corée du Nord a attaqué la Corée du Sud, tout le public russe s'est mis à rire.
Et au départ, tous les Occidentaux se sont regardés, ils n'ont pas compris. Mais c'est parce qu'en Russie, on avait expliqué pendant 45 ans que c'était la Corée du Sud qui avait attaqué la Corée du Nord, ce qui est bien sûr un mensonge éhonté. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple de Corée du Nord est soumis à une propagande intense comme celle-là depuis 1948. Et ça va être une des questions clés de notre problématique, c'est quel est le degré de compréhension du monde réel que le peuple nord-coréen a aujourd'hui, après avoir subi depuis 1948, c'est-à-dire pratiquement depuis 70 ans, un tel discours totalitaire et décalé de la réalité. C'est ça qui va nous permettre de savoir quelle est l'emprise du système. Ça, je pense que grâce à la question que vous venez de soulever, ça nous a permis de le rappeler, et c'est fondamental. Quel est le degré d'autonomie de la pensée du peuple nord-coréen? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui ont la réponse à cette question, d'autant plus que sur une population de 25 millions d'habitants, l'armée nord-coréenne, c'est 9 millions de soldats. Et ça, c'est un record. C'est un record historique, non seulement actuel, mais je crois pouvoir dire qu'en pourcentage, on n'a jamais vu un peuple aussi armé quand il défile. Donc effectivement, la question qui va être amenée à se poser maintenant, mais finalement, c'est quelle est la stratégie qui est poursuivie, parce que ça ne va pas être simple. Est-ce que les exemples que vous avez donnés sont édifiants? Et en plus, quand on pense à la Corée du Nord dans un monde totalement globalisé, avec les réseaux, Internet, on a fait un point de plus vers un monde village. C'est une singularité exceptionnelle. Incroyable. Et vous parliez tout à l'heure de la question de l'autorité. La stratégie, donc là une stratégie qui est visible, qui est dite, c'est de rétablir une autorité économique, politique et militaire. On sait aussi que la Corée du Nord souffre économiquement. Par contre, l'effort déployé au niveau militaire est phénoménal. 9 millions, ce que vous disiez, de soldats en Corée du Nord, plus les essais balistiques. Oui, c'est extravagant par rapport à la pauvreté du pays. Et donc, on peut se demander à travers cette stratégie de tension, ce que vise la Corée du Nord. Quel message cherche-t-elle à adresser à la communauté internationale? Ça, c'est la question clé, parce que la question clé, finalement, c'est pourquoi la Corée du Nord a l'air d'être autant obsédée par les essais nucléaires. Alors, on voit bien que la réponse officielle consiste à dire, d'une part, autonomie, indépendance, respect du monde, et d'autre part, volonté d'éviter que d'être menacé par les États-Unis. Bon, sauf qu'on l'évoquera dans notre dernière question tout à l'heure, on ne voit pas très bien pourquoi les États-Unis iraient déclencher une guerre en Corée du Nord. Enfin, il n'y a pas d'objectif ostensible. Donc ça nous amène à la question que vous posez, que poursuit le pouvoir nord-coréen? Et là, on va être obligé de dresser un certain nombre d'hypothèses, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments sur le rapport de force au sein de l'ensemble des entités qu'on a évoquées précédemment pour se faire vraiment une idée de ce qui se passe. D'abord, il faut rappeler que le leader de la Corée du Nord actuelle est arrivé au pouvoir, il avait 27 ans. Donc il était très très jeune. Et en plus, il arrive au pouvoir parce qu'il est le petit-fils de Kim Jong-il. Donc, on peut imaginer qu'il éprouve un besoin spontané que de renforcer son autorité, d'une part parce qu'il est jeune, et d'autre part parce qu'une dynastie au sein d'un système marxiste n'est pas totalement cohérente en termes de démarche. Donc là, il y aurait la volonté que de montrer la puissance et de montrer qu'il a de l'autorité en s'adressant à l'extérieur. C'est assez intéressant parce que, de ce point de vue-là, alors le rapprochement est peut-être un peu singulier ou paradoxal, mais Metternich avait avoué à la fin de sa vie que finalement, il avait compris qu'on était vraiment grand, que quand on prenait la peine de s'opposer au plus grand, et que lui, Metternich, n'a été considéré que parce que toute sa vie, il s'opposait à Napoléon. Donc finalement, si on plaque cette démarche, on se dit, tiens, la Corée du Nord là, cherche à exister en s'opposant au plus grand aux États-Unis. Ça peut être une première explication. Alors après, il y a une deuxième explication. Alors en plus, chacune des explications qu'on va être amené à donner, soit est exclusive, soit est complémentaire. C'est-à-dire qu'en plus, ça peut être l'une des quatre, ou ça peut être en partie les quatre, et puis alors après, il faudrait savoir dans quelle mesure. La deuxième explication qu'on pourrait donner, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le pouvoir nord-coréen se sentirait contesté à l'intérieur. Et on sait bien que là, il y a une course en avant. César, ça c'est très important. Souvent, nos étudiants sont beaucoup trop omnibulés par des considérations d'ordre économique dans les guerres, alors que souvent, les conflits ou les montées en tension sont dues au fait qu'on cherche à renforcer son pouvoir intérieur. Donc, c'est la logique du bouc émissaire. On cherche à rassembler son pays face à un adversaire extérieur. On voit bien que César, d'ailleurs, quand il déclenche la guerre contre les Gaulois, c'est pas parce que les Gaulois sont une menace, mais c'est parce qu'il a besoin de prendre le pouvoir à Rome. Dans cette continuité-là, on pourrait se dire, si le pouvoir nord-coréen est contesté, alors par qui d'ailleurs? Par l'armée, par le Parti communiste, par des rivaux, par une partie du peuple. Il y aurait un besoin que d'essayer de ressouder une dynamique
face à un adversaire. Et alors là, effectivement, on comprendrait mieux le fait que d'enchaîner ces essais et d'essayer de provoquer les Américains, ce qui veut dire, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, qu'on comprendrait mal pourquoi les Américains jouent le jeu de répondre aux provocations. Parce que ça aussi, c'est une question par rapport à la Corée du Nord. Bon. Après, il y a une troisième démarche que j'ai appelée la stratégie du fou. Moi, j'aime assez bien cette approche-là, parce que l'idée consiste à dire, de façon raisonnée, de façon rationnelle, retenez-moi, je suis fou. Et en fait, l'idée consiste à se donner beaucoup plus d'importance qu'on en a vraiment. Parce que si on s'arrête un instant, si on me permettait, Olivier, ce qui est exceptionnel avec le dossier de la Corée du Nord, c'est que si les Nord-Coréens ne lançaient pas des missiles, mais personne n'en parlerait. Ce serait un pays totalement isolé de la planète, en autarcie parce qu'il le souhaite, qui vivrait presque, j'ai envie de dire, pardon d'être familier, sa vie, mais dont personne n'aurait cure ou personne ne fera attention. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en gros, la Corée du Nord n'existe que parce qu'elle fait de la provocation et qu'elle paraît folle. Ça serait donc une démarche rationnelle que d'exister en disant « faites quand même attention à moi », parce que d'un certain côté, il va y avoir bien sûr des mesures économiques qui vont être prêtes contre la Corée du Nord, mais quand ils vont faire un peu trop peur, on va lever l'embargo économique pour dire bon, attendez, prenez un minimum de médicaments et de nourriture, ce qui permettrait au régime de s'asseoir en disant à sa population, vous voyez, non seulement j'ai l'autorité à l'extérieur, mais en plus, je peux davantage alimenter notre propre population en médicaments ou en nourriture. Donc ça, ce serait contrôlé. Et puis il y a une quatrième hypothèse qui est beaucoup moins séduisante, c'est que le discours ne soit pas maîtrisé et qu'on soit dans une démarche assez irrationnelle, qui pourrait dû au fait que comme les dirigeants sont eux-mêmes isolés du monde et qui s'auto-nourrissent de leur propre discours, ils finissent par être intoxiqués par leur propre propagande et ils finissent par en perdre le contact avec la réalité. Mais ça, c'est des quatre hypothèses, c'est la plus inquiétante parce que c'est la moins rationnelle. Il y a la stratégie du fou, on voit bien, donc on se déguise en fou, mais en réalité la stratégie est totalement rationnelle derrière, mais déconcerte les ennemis, les adversaires, les opposants, parce qu'on ne sait pas comment réagir face au fou, et il y aurait l'authentique fou, là aussi on est décontenancé, mais là c'est dangereux parce qu'il n'y a aucune perspective, on ne sait pas où on va. D'autant plus qu'on a très peu d'informations. Et c'est là où la Corée du Nord finalement nous interpelle presque plus sur la réaction de la communauté internationale, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagit la communauté internationale. Et là, il y a deux acteurs auxquels on pense. Le premier, parce que c'est celui qui est le plus en réaction, c'est les États-Unis. Ce n'est pas forcément celui qui serait le plus concerné d'ailleurs, ce serait plutôt le Japon qui serait directement concerné, et la Corée du Sud, quand même. Et puis il y a la Chine. Et donc, et là, il y a quelque chose qui est assez surprenant, parce que là, on voit les États-Unis qui montent en puissance très vite, et qui très vite menacent de bombardement, enfin les termes même de Donald Trump étaient pire que cela, on va les rayer de la carte. Enfin, ça sous-entend quand même l'utilisation d'armes de destruction massive, il ne faut pas dire d'armes nucléaires qui laissent un peu pantois. Enfin, donc là, on monterait dans un engrenage, et c'est d'autant plus interpellant que d'abord, on ne sait pas si le discours est maîtrisé ou s'il est totalement rationnel, mais on aurait presque envie de dire aux Américains, mais pourquoi est-ce que vous ne laissez pas faire ? Parce que si on y réfléchit bien, on avait parlé du soft power, Olivier, lors d'une intervention l'année précédente. Et le soft power, c'est très important en géopolitique. En géopolitique, il y a la dimension économique, il y a la dimension militaire, mais il y a la dimension soft power, c'est-à-dire la puissance douce ou l'attrait culturel. Sans vouloir paraître dénigrant envers la Corée du Nord, enfin, qui aujourd'hui aurait spontanément envie d'être nord-coréen dans le monde ? Mais la réponse est claire. Il y a d'autres puissances, ou d'autres civilisations, ou d'autres religions qui attirent à elles. On voit bien celles à qui on pourrait penser spontanément, qui attirent pour des raisons religieuses, culturelles, politiques. Bon. Donc qui pourraient être amenées à être perçues comme des dangers de déstabilisation. Mais aujourd'hui, franchement, qui a envie d'être nord-coréen ou de vivre en Corée du Nord ? Mais personne. Donc ça veut dire qu'en fait, la Corée du Nord est de ce point de vue-là incapable d'être un attrait idéologique et d'attirer à elle. Donc on aurait presque envie de dire aux Américains, mais la meilleure façon de répondre à la Corée du Nord, ce serait presque de les laisser mijoter dans leur jus, de les laisser dans leur coin et de les laisser s'agiter tout seuls. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont bien finir par s'épuiser eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans tous les systèmes soviétiques ou communistes, les révolutions où la fin des régimes n'est pas arrivée par une guerre extérieure, mais par le fait que le régime s'écroulait sur lui-même. Si on laisse la Corée du Nord seule, ils vont se retrouver seuls à être dans l'agitation. Parce qu'en plus, il y a un autre danger dans ce qu'on est en train d'évoquer. Les Chinois n'accepteront jamais que les Américains fassent la police dans la région. Parce que pour eux, c'est ça le piège, à mon sens, de ces situations. Pour les Chinois, c'est chasse gardée.
C'est d'autant plus paradoxal que les Américains aient l'air de monter en puissance sur ce sujet, parce que les Américains devraient être capables de comprendre qu'eux, ils ne supporteraient pas qu'une autre puissance intervienne en Amérique du Sud. Donc c'est quand même intéressant de voir que là, ils n'ont pas l'air d'être capables de dupliquer un raisonnement qu'ils ont eux-mêmes sur l'Amérique du Sud et que les Chinois ont eux, sur la Corée du Nord. Pour la Chine, depuis 25 siècles, la Corée du Nord et la Corée du Sud, toute la région, presque de façon péjorative, ça doit être des vassaux. La Chine s'est rapprochée des États-Unis malgré la guerre froide parce qu'elle n'appréciait pas que le Vietnam soit un client de l'URSS. Et là, pour dire comment les choses, les Chinois n'accepteraient pas qu'une autre tierce puissance règle les problèmes dans la région. Donc en plus, indépendamment du fait d'être circonspect par rapport à la réponse qu'on appelle à la Corée du Nord, forcément on amènerait une réaction de la Chine. Dont, à la limite, il faudrait presque la laisser monter en première ligne. Car les Chinois sont exaspérés par l'attitude des Nord-Coréens, qui ont beau se prévaloir du communisme, n'acceptent pas d'être soumis à la logique de Pékin. Et ça va finir par totalement exaspérer les Chinois aussi. Donc là, je pense que finalement, on est en train de comprendre que la Corée du Nord est totalement isolée. Et que justement, c'est parce qu'elle est peut-être totalement isolée qu'elle s'agite pour essayer de réexister. C'est bon, là, encore une fois, la meilleure façon peut-être d'agir, à moins qu'il y ait une hostilité majeure qui se déclenche, mais on penserait à une agression majeure face à un des pays limitrophes sur le Japon ou sur la Corée du Sud. Moi, je pense que ce que nous dit la Corée du Nord, c'est que chacun en géopolitique déploie la stratégie dont il a les capacités. Et pour l'instant, aujourd'hui, la seule façon pour la Corée du Nord d'exister, c'est de s'agiter en faisant comprendre au monde qu'elle est toujours là, qu'elle existe toujours. Mais ça, c'est déjà un indice qu'on a. Il faut que le monde le comprenne, parce que peut-être la meilleure façon que de réagir face à ça, c'est de regarder l'évolution, d'autant plus qu'on mesure mal les tenants et les aboutissants. Première conclusion. Et surtout, deuxième conclusion, que tout pouvoir soviétique ou communiste s'est toujours effondré de l'intérieur et jamais par une guerre extérieure. Donc là, pour une fois et plus que jamais, on ne saurait que trop conseiller la prudence, ne pas juger la Corée du Nord trop vite et se laisser un peu de temps pour pouvoir bien analyser quelles sont les arrière-pensées du pouvoir nord-coréen. Alors Fabrice, on s'est aventuré en terrain inconnu et on a émis un certain nombre d'hypothèses. Je vous remercie pour ces propositions et vos conclusions qui dépassent largement le cadre de la Corée, je crois. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous.